Hello et bienvenue dans un nouveau vlog lecture. Alors je viens de clore la vidéo précédente et je vous prends tout de suite pour vous dire ce que je suis en train de lire et vous dire quel est mon challenge tricot en parallèle. Alors, on est mercredi 19 mars, demain c'est le printemps. Voilà, donc ça c'est cool. J'ai un peu le rhume des foins qui revient. Après avoir eu une gastro, c'est le retour du rhume des foins. Je lis beaucoup de choses en même temps. J'ai envie d'essayer de finir ma pile à lire de mars, mais j'y arriverai pas parce que j'ai mis énormément de choses, hein, on est d'accord. Mais je lis beaucoup de choses et j'ai envie de terminer des lectures. Déjà, je peux vous dire que, alors en e-book ce matin, j'ai commencé à lire King Kong Theory de Virginie Despentes. Je vous mettrai la petite vignette ici parce que je ne vais pas retomber, comme je suis en pleine lecture, je ne vais pas revenir sur la couverture, et puis en couleur, elle dépote beaucoup plus. Voilà. Donc j'ai lu 15%, donc je ne peux pas trop vous en parler. C'est un essai féministe. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette dame est très en colère et qu'elle a beaucoup de choses à dire qui potentiellement pourront m'intéresser. Voilà tout ce que je peux vous dire. Sinon, je lis un tout petit livre, il est plus grand que ma main, qui est une petite anthologie des poétesses françaises, un recueil fait par Sylvie Brunet chez First Edition, qui est extrêmement intéressant et qui regorge de petites pépites, de poèmes, de femmes poétesses qu'on ne connaissait pas particulièrement. Alors il y en a certaines qu'on connaît, mais Marie de France, je ne la connaissais pas. Christine de Pisan, alors c'est classé de façon chronologique, ça part du Moyen-Âge jusqu'au jour d'aujourd'hui. Louise Labbé, elle, je la connaissais, mais à chaque fois il y a un petit rappel historique et de qui était la personne et ce qu'elle en a fait. Chaque fois c'était des personnes, des femmes qui ont vraiment eu une influence sur la poésie de l'époque, mais qui n'ont pas forcément été éditées, ou très peu, et je trouve ça intéressant de les mettre en avant et de les découvrir. Donc voilà, là je suis au 19e siècle, et je suis en train de découvrir la poésie de Marceline Desbordes-Valmore. Voilà. Très intéressant, on en parle quand j'ai fini, prochainement. J'ai commencé à lire Psychose de Robert Bloch. C'est trop bien. C'est trop bien. J'en suis à la moitié, avec des marque-pages qui m'ont été faits par mes enfants. Voilà. Et c'est trop bien. Vraiment, mais j'adore. On en reparle. Je suis en train de lire encore Western Lane de Chetna Marou, qui est ma lecture en VO. D'ailleurs, c'est la question lecture de cette semaine. Quel est le livre en VO que vous recommandez? Alors, ce ne sera pas celui-là que je vous proposerai, mais moi, je vous en recommandais un autre, je pense. Là, il me reste ça à lire et j'aimerais bien le finir aujourd'hui. Voilà, donc je viendrai vous en parler quand j'aurai terminé. J'ai commencé le Chardonneret de Donna Tartt qu'on fait en lecture commune. Alors par contre, pour le moment, on n'a pas trop discuté. J'ai l'impression qu'on rentre tout doucement dans l'histoire. Moi, j'en suis à la page 190. Et enfin, il va se passer quelque chose. Je vous en parlerai quand je l'aurai lu, je pense. C'est une pavasse qui fait 1100 pages. J'en suis là. Et ça, c'est les différentes catégories. Alors, je ne le finirai pas en mars, mais je le finirai en avril, je pense. Sauf si vraiment je suis totalement hypée et que je l'avance. Mais j'ai d'autres lectures à côté, donc ça m'étonnerait que je le finisse en mars. J'ai aussi en cours Electre, que j'ai commencé hier, de Jennifer Saint chez Sabran, qui est le livre que j'ai tiré au sort dans ma pile à lire et que je sors. Voilà, enfin. J'ai lu les 6 premiers chapitres. Et je pense que ça va être très bien, ça va être très intéressant. Je ne peux pas trop vous en parler pour le moment. Et ce matin, j'ai commencé Spirale de Junji Ito pour notre exploration du mot horreur. Voilà, et c'est trop cool. Et Psychose aussi, ça marche dans le thème. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de lire en ce moment. Pour le challenge tricot, je l'ai apporté là parce que le dernier, c'était de finir le corps du pull de Lucien. Et le challenge de cette vidéo-là, c'est de faire intégralement la première manche. Je l'ai commencé ce matin, et donc j'ai pas mal de centimètres à faire en bleu comme ça. Voilà, c'est la Holger Shirt de petite knit que je tricote pour Lucien en taille 12-14 ans. Voilà. Et c'est plutôt cool.
Et j'aimerais bien le terminer sur Mars, mais ça va être dur, hein, cette histoire. Ça me semble un peu compliqué. Voilà. Bon, la lumière est forte. Alors, aujourd'hui, on va aller, là, juste après, là, dès que j'ai fini de filmer, 10h42. Ah ouais, il faut y aller. On va aller à la ressourcerie parce que j'ai des livres et des habits à déposer et on va faire un petit tour pour voir s'il y a des petites nouveautés. Et puis voilà, après... j'essaierai de vous prendre un peu mieux que la dernière fois puisque j'étais tombée malade. Mais là, je vais essayer de faire vraiment un vlog où je vous parlerai petit à petit de mes lectures. Voilà. Je vais vous laisser là dans la lumière. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite un bon visionnage de vlog. Hello du vendredi matin, j'espère que vous allez bien. Je vous prends sur la chaîne lecture parce qu'aujourd'hui nous sommes le 21 mars. Et hier c'était le printemps, c'était aussi l'anniversaire de mon homme, c'était cool, il faisait beau. Là aujourd'hui, apparemment il va pleuvoir en fin de journée, donc bon voilà, c'est comme ça. Hein. Hier j'ai pas énormément lu parce que j'étais une journée pour ma marque et donc du coup les journées pour ma marque elles sont bien occupées. Mais j'ai quand même fini. Alors attendez, je mets ma montre à charger parce qu'il n'y a plus de batterie. J'ai quand même fini de lire quelques livres depuis que j'ai ouvert cette vidéo. Par contre, j'ai pas beaucoup tricoté parce que j'ai un petit peu mal à la main et donc j'essaie de la reposer, donc je tricote moins. C'est pas grave, c'est pas grave. Cette vidéo sera peut-être longue. On m'a dit en commentaire que vous aimiez bien les vidéos longues. Voilà. Alors déjà, j'ai terminé de lire ce petit livre là, qui est trop mignon. Mais vous voyez, du coup, il a une forme au sort d'éventail parce que même s'il est petit, c'est une petite mine de trésors. C'est un petit trésor, une petite c'est une petite bible. Donc la petite anthologie des poétesses françaises, un recueil mis en place par Sylvie Brunet chez First Edition. Il est trop mignon. Il n'est pas cher, donc si vous voulez découvrir des poétesses françaises, il faut y aller. Voilà, donc là je vais juste vous dire ce qu'il y a écrit derrière. De Marie de France à André Chédid, en passant par Louise Labbé, Madeleine de Scudéry, Fanny de Beauharnais, Marceline Desbordes-Valmore, découvrez les chefs-d'œuvre des grandes oubliées de la poésie française. Enfin rassemblés dans une anthologie, les vers de ces poétesses vous transporteront dans leur quotidien, leur vie sentimentale, leurs croyances et leurs luttes. Et donc Sylvie Brunet, elle a écrit de nombreux ouvrages chez First justement, parmi lesquels Je t'aime, l'amour en 200 mots expression et 200 mots désuets à remettre au goût du jour. On sent qu'elle aime bien rassembler des choses, faire des recherches. Moi j'ai trouvé que c'était super intéressant parce que déjà le petit anthologie s'ouvre avec un texte de Ava Odur Ovalavsdottir que je vais vous lire, qui est un extrait de Miss Island. Les hommes naissent poètes, ils ont à peine fait leur communion qu'ils endossent le rôle qui leur est inéluctablement assigné, être des génies, peu importe qu'ils écrivent ou non, tandis que les femmes se contentent de devenir pubères et d'avoir des enfants, ce qui les empêche d'écrire. Voilà. Une très bonne ouverture. Donc ensuite, on a un petit sommaire qui nous explique un petit peu les poétesses qu'elle a identifiées pour chaque période, du Moyen-Âge, du 16e, 17e, 18e, 19e. Et ensuite, elle nous propose une petite, du 20e aussi, et puis elle nous propose une petite sélection de son cru pour le 21e siècle, tout en disant que, bien sûr, en France, foisonnent les talents des poétesses. Oui, moi, j'en ai
vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait des plumes splendides. Alors, bien entendu, c'est très court. Donc, elle a identifié, donc elle nous raconte qui est la poétesse, ce qu'elle faisait, d'où elle venait, où est-ce qu'elle est née, etc. Si elle faisait partie de certains clubs d'écrivains, de certaines... oui, de certains rassemblements particuliers, si elles ont côtoyé d'autres personnes, etc. C'est marrant parce qu'on les rapproche toujours d'hommes pour les définir, comme si c'était quelque chose d'important. Mais bon, moi je peux vous en lire juste quelques-uns qui m'ont vraiment touchée. Notamment Christine de Pisan au Moyen-Âge, un texte très court. Je ne sais comment je dure. Je ne sais comment je dure car mon dolent cœur fond d'iré et plaindre n'ose ni dire ma douloureuse aventure, ma dolente vie obscure. Rien fort la mort ne désire. Je ne sais comment je dure et me faut par couverture chanter quand mon cœur soupire et faire semblant de rire. Mais Dieu sait que j'endure. Je ne sais comment je dure. Rondeau, 1390-1400. Je trouve ça incroyable que des textes comme ça, qui viennent depuis des siècles vers nous, puissent nous toucher. Je trouve ça incroyable. Louise Labbé, qui me donne envie vraiment d'aller découvrir un peu plus. Je vous en lis un qui est splendide. Donc là, on est au XVIe siècle. C'est un sonnet. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême en endurant froidure. La vie m'est trop molle et trop dure. J'ai grands ennuis entremêlés de joie. Tout à un coup, je ris et je larmoie. Et en plaisir, main grief, tourment, j'endure. Mon bien s'en va et à jamais il dure. Tout en un coup, je sèche et je verdoie. Ainsi amour inconstamment me mène, et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser, je me trouve hors de peine. Puis quand je crois ma joie être certaine, et être au haut de mon désir et heure, il me remet en mon premier malheur. Je l'avais appris à l'école, celui-ci. Il est splendide, mais vous devez le connaître. Marceline Desbordes-Valmore, au XIXe siècle, Les Séparés. Je vous lis juste le début. N'écris pas, je suis triste et je voudrais m'éteindre. Mais les beaux étés sans toi, c'est la nuit sans flambeau. J'ai refermé mes bras qui ne peuvent t'atteindre, et frapper à mon cœur, c'est frapper au tombeau. N'écris pas. N'écris pas, n'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes, ne demande qu'à Dieu, qu'à toi si je t'aimais. Au fond de ton absence, écouter que tu m'aimes, c'est entendre le ciel sans y monter jamais. N'écris pas. N'écris pas, je te crains, j'ai peur de ma mémoire. Elle a gardé ta voix qui m'appelle souvent. Ne montre pas l'eau vive à qui ne peut la boire. Une chère écriture est un portrait vivant. Bon, bref, je m'arrête là, même si... il est splendide, celui-ci aussi. Il est connu aussi. Hein. Bon, je vais pas tous les lire. Hein. Voilà, et elle termine... j'étais contente. Alors après, dans le 20e, elle a identifié André Chédid que j'avais souhaité lire. Alors, je vais voir s'il y en a à ma bibliothèque. Le texte pour survivre. Tu auras pour survivre des colonnes de tendresse. Non, je reprends. Tu auras pour survivre des collines de tendresse, les barques d'un ailleurs, le delta de l'amour. Tu auras pour survivre le soleil d'une paume, le tyran d'une parole, l'eau du jour à jour. Tu dresseras pour survivre des brasiers des terrasses, tu nommeras la feuille qui anime le rocher, tu chanteras les hommes transpercés du même souffle, qui accomplissent leurs songes face à l'éclat mortel. Voilà, donc c'est une petite anthologie de merveilles que je vous invite vraiment à découvrir, à offrir. En plus, c'est vraiment mignon, vous pouvez le mettre dans votre sac à main et l'emmener avec vous partout. J'adore, une très belle découverte qui m'a fait découvrir beaucoup de plumes que je ne connaissais pas. Et c'est toujours agréable d'apprendre et de laisser enfin la place à nos autrices qui sont talentueuses, hein, ne l'oublions pas. Donc, Western Lane de Chetna Marou, ma lecture en VO, je l'ai terminée, oui. Je suis contente. À chaque fois que je termine, que je me dis, allez, vas-y, tu lis, il y a un moment, je me dis, bah oui, alors arrête de stresser avec ça, vas-y, lis, parce qu'en fait, ça passe. Hein, ça... Alors, il y a des mots, bien entendu, que je comprends pas. Parfois, j'ai cherché sur DeepL, et puis parfois, je me suis laissée porter par la phrase, et je me suis dit, tiens, ça doit vouloir dire ça. Mon niveau d'anglais est moyen. Je parle assez souvent parce que dans le cadre de mon travail, on a des réunions en anglais, mais je suis vraiment pas la plus douée. Des fois, je bute sur les mots, donc je manque de vocabulaire et c'est pourquoi je veux pouvoir lire un peu plus en VO. Voilà. Mais j'ai déjà lu en VO, hein. J'ai lu, je dirais, peut-être une dizaine de livres en VO et j'aimerais pouvoir en lire cette année. Si je pouvais en lire 6, que ce soit graphique ou roman, ça serait bien. Donc ça, c'est le premier. Voilà, donc je m'y remets.
Donc c'est bien. Chetnamaru, elle est indienne et on va parler d'une famille qui est endeuillée par la mort de la mère, et on suit un père qui est donc célibataire pour s'occuper de ses filles qui sont quand même assez grandes. Il y en a 3. Je sais pas, je dirais que la plus jeune, elle a peut-être 17 ans, 16 ans. Non, peut-être que notre héroïne, elle a 15 ans, quelque chose comme ça. Alors, notre héroïne, le problème, c'est que je me souviens plus de son nom. C'est elle parle à la première personne. C'est elle qui nous raconte son histoire, ce qu'elle ressent dans sa maison après la mort de sa mère, le désespoir de son père, le fait qu'il soit totalement démuni face à ce qu'il doit faire, parce qu'en plus, c'est sa femme qui faisait tout, en fait. Hein, dans des sociétés en plus comme ça un petit peu traditionnelles, des cultures pardon, indiennes assez traditionnelles. La famille est présente, on a le père du papa, le frère du papa qui est là avec sa femme et qui veulent vraiment être présents pour l'aider, qui vont lui donner des conseils, mais aussi ils sont très traditionnalistes et donc il faut généralement, donc là ce qu'ils souhaitent c'est que les enfants ne se mélangent pas forcément avec les autres. On est à... Enfin c'est là, ils sont dans un bled pas loin d'Édimbourg et la maman... je vais y arriver. Le frère du papa ainsi que sa femme habitent Édimbourg. Et donc ce sont des expatriés et qui du coup se retrouvent dans des lieux où il y a beaucoup d'Indiens qui se rassemblent mais qui ne veulent pas forcément se mélanger avec les autres. On sent quand même que les traditions indiennes sont très fortes. Elles emprisonnent aussi un petit peu. Par exemple, la tante, du coup, voit avec beaucoup de circonspection l'arrivée d'amitiés qui ne seraient pas dans la même culture. Ce qui va se passer, c'est que le papa, comme il sait pas trop quoi faire une fois le départ de sa femme, le seul truc qu'il décide, c'est de les emmener toutes jouer au squash à Western Lane. Western Lane, c'est l'endroit où ils font du squash. Et sans se parler, le fait de jouer, c'est un peu la seule façon qu'ils ont d'échanger, vous voyez. Et notre protagoniste, j'aimerais bien quand même avoir son prénom. Charu, elle en fait, il semble qu'elle ait quand même un don pour le squash par rapport à ses sœurs. Et en fait, il va quand même insister un petit peu, voire se demander s'il pourrait pas l'inscrire à des matchs pour qu'elle puisse en fait, peut-être gagner, tout simplement. Et elle y croit pas trop. Elle est quand même dans une zone un peu floue. Ses sœurs... je trouve qu'elle n'a pas beaucoup de relations. Il y a peu de dialogue dans ce texte. C'est vraiment tout... je sais pas, c'est vraiment... on est dans la tête de Charu et elle est perdue. Et elle voit ses sœurs qui tentent de trouver des solutions. Il y en a une qui prend un peu le rôle de la maman. L'autre qui va discuter avec le fantôme de sa mère sur la colline. Ils sont un petit peu perdus, et le papa qui regarde des matchs de tennis ou de squash à la télé et qui ne parle pas avec ses filles. Et le seul moment où elle pense qu'elle a un lien avec son père, c'est sur le terrain de squash. Elle va rencontrer aussi Jed et la maman de Jed et d'autres personnes qui vont lui dire que potentiellement elle a quand même un certain talent, et elle va jouer avec Jed qui est lui... un Écossais, une personne qui n'est pas indienne, et elle va se lier d'amitié, voire avoir un peu des sentiments pour lui, puisqu'ils ont à peu près le même âge. Et déjà, jouer contre quelqu'un qui n'est pas indien plus un garçon, ça serait très mal vu de sa tante Rajan. Et voilà. Et en plus, le papa, lui, il a l'air de se rapprocher de la maman de Jed. Il n'a pas de prénom, elle s'appelle juste Jed's Mother. Et voilà, donc tout ça, il y a le côté je suis perdue et en fait je rencontre des nouvelles personnes, la vie me rattrape, elle me fait faire d'autres rencontres, qu'est-ce qu'il en est, voilà, c'est un peu ça le sujet principal, c'est la reconstruction, le deuil, le fait c'est un récit initiatique de cette jeune fille qui est perdue mais qui va par le sport
retrouver une certaine fierté et s'affirmer. Donc c'est ça le sujet. Par contre, j'étais pendant tout le texte, je me suis dit, mais est-ce qu'à un moment ils vont parler, ils vont se dire les choses? C'est très fermé, ils ne se parlent pas, tout se passe dans les regards, dans des instants suspendus, c'est ce qui fait à mon avis la beauté du texte. Alors certes c'est sympa, mais pour moi j'avais vraiment envie qu'ils se parlent, parce que je trouve que ça m'a manqué, c'est ce que j'ai critiqué dans le texte. J'ai trouvé que il y a vraiment le poids des traditions, effectivement, qui n'est jamais vraiment critiqué, mais qui est présent, qui est lourd. Et en fait, chacun, du coup, comme personne n'ose dire quoi que ce soit sur comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir, du coup, tout le monde est fermé sur lui-même. Et j'ai trouvé que c'était pas un joli portrait de ces cultures, quoi. Enfin, je trouve ça un peu... ça m'a pas forcément plu. J'aurais voulu des personnes plus affirmées assez rapidement. Mais bon, c'est pas ce que j'ai eu. En revanche, ça m'a fait travailler mon anglais, c'était sympa. Je vais le garder quand même parce que j'aime bien garder les livres qui m'ont... Ah, là, c'était un vrai challenge, donc je vais le garder, puis j'ai noté des trucs dedans. À moins que je le mette dans une boîte à livres. Oui, peut-être qu'un jour, je le mettrai dans une boîte à livres. Mais il a quand même eu le Booker Prize 2023. Mais moi, ça m'a pas plus touché que ça, vous voyez. C'était trop intimiste. Et encore, même dans les descriptions, on avait l'impression qu'à jamais il fallait ressentir quoi que ce soit, vous voyez. C'était bizarre. Beaucoup de moments suspendus. Bref, voilà. Je parle trop sur les bouquins. Surtout qu'en plus, il faut que je vous parle de celui-ci. Psychose de Robert Bloch. J'ai adoré. Donc ce roman, il est sorti en 1959 et il a été adapté par Alfred Hitchcock en 1960 au cinéma dans ce film que tout le monde connaît et que j'ai très envie de revoir parce que je l'ai vu mais je me souvenais quasiment plus, donc c'était trop cool parce que Norman Bates, je l'avais totalement oublié. Bon, après en relisant petit à petit, je me dis ouais, trop bien. Mais je me souvenais plus vraiment de l'histoire, donc trop bien. Ça c'est super. Et j'ai trouvé ça assez exceptionnel. Si je vous raconte l'histoire quand même, sait-on jamais si vous l'avez jamais lu. Donc on suit, c'est un roman choral. On va d'abord suivre le personnage de Norman qui vit seul avec sa maman et qui s'occupe d'un hôtel paumé. Avant, il était sur une route qui était bien empruntée, mais à un moment, il y a eu une autre route qui a été construite et donc cet hôtel, il est totalement isolé et il y a vraiment plus grand monde qui vient. C'est un motel plus qu'un hôtel, parce que c'est vraiment, il est juste à l'accueil et il y a vous savez, dans des sortes de bungalows, des petites chambres. Et Norman, il vit avec sa mère, on sent qu'il y a vraiment une pression de la part de la maman, une relation très toxique entre les deux. Il est, je sais pas quel âge il a, 35, 40 ans, et il vit encore avec sa maman, il est jamais parti, et elle est très critique vis-à-vis de ça. Et Norman, il peut pas partir loin de sa maman, mais il a quand même du mal à la supporter. Voilà. Et c'est lui qui est à l'accueil du motel et qui va voir arriver une jeune femme, Mary qui en fait est une jeune femme qui est amoureuse d'un jeune homme qui s'appelle Sam, qui vit dans une autre ville qui est sur la route où il y a l'hôtel, d'une ville à l'autre, il y a l'hôtel. Et en fait, là où elle travaille, Sam, il a des dettes à payer. Il est amoureux de Mary, mais il veut pas l'épouser tant qu'il n'a pas payé toutes ses dettes parce qu'il trouve que c'est, pour elle, ce serait une honte et il peut pas, d'un point de vue, il veut pas en fait se marier avec elle pour lui prendre son argent, donc il préfère être clean par rapport à ça. Et donc elle en peut plus parce qu'elle a qu'une envie, c'est de devenir sa femme et notamment consommer le mariage. Et un jour, elle a l'occasion, au moment de son travail, de récolter $40,000 auprès d'un client. Et au lieu de les amener à la banque, elle décide de les prendre, de les voler et d'aller rejoindre Sam. Sur la route, elle va aller au motel. Et elle ne va jamais sortir du motel. Voilà. Et donc là, on a le point de vue de Mary. Ensuite, on a le point de vue de Norman. Et puis après, on va avoir le point de vue de Sam.
Et voilà, Sam c'est aussi, du coup, il va voir que Mary n'est pas arrivée. Il va voir aussi arriver la sœur de Mary qui dit, elle n'est pas là. Et voilà. Et donc ils vont petit à petit, puis il y a un enquêteur aussi qui va aller au motel, etc., voir ce qui a pu se passer. Et c'est flippant. Voilà. Donc c'était vraiment trop bien, mais j'ai adoré. Je lui ai mis 17, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous ai pas dit les notes. Là j'ai mis 15, et là j'ai mis 17 aussi. Voilà. Alors ça c'est mes notes que je mets sur Livre Addict. Donc voilà les 3 dernières lectures. Je vous dis pas ce que je suis en train de lire. Le rythme de lecture a été un peu ralenti, mais aujourd'hui j'ai descendu. Comme on est le 21, je vais piocher juste avant de travailler, là, parce que j'ai beaucoup parlé, mais il est 8h54, donc c'est parfait, parce que je commence à bosser vers 9h, 8h30, 9h. Je vais piocher un des petits mots, puisqu'on est le 21, pour savoir quel est le mot qui sera celui d'avril. Alors pour piocher, on va plutôt... J'aime pas faire comme ça, donc je vais piocher. Je vais tous les mettre, je ne regarde pas. Je préfère les sortir tous parce que sinon c'est pas juste pour ceux qui sont en dessous. Oups. Fête. Le mot, oui, il m'a écrit, hein. Je sais, je vous l'écrirai là. Fête. Donc le mot du mois d'avril, c'est le mot fête. Eh ben je sais pas. Au mois d'avril, le mot fête. Bon, à vos recos en commentaire, si ça vous inspire quelque chose. De mon côté, je vais essayer de trouver 2 romans, 2 graphiques. Ce mois-ci, le mois en cours, c'est horreur. Il est là. Et voilà. Après l'horreur, ça sera la fête. Tout va bien. Il faut bien compenser un peu. Donc voilà pour le mot. Je vais aussi aujourd'hui faire le tirage au sort de mon bingo et des deux du roman et du graphique dans ma pile à lire au hasard. Et puis voilà. Ah oui, je voulais juste vous dire que j'ai commencé de lire ça. Voilà. Et que je vais essayer de le terminer aujourd'hui. Alors il y a le discours et ensuite il y a une interview de Simone Veil. Donc le discours je l'ai lu. Il y a des passages qui étaient un petit peu longs bien entendu parce que il faut le recontextualiser. Mais c'était vraiment très intéressant. Et puis c'est 1974 quand même. Donc alors attendez, de toute façon il faut que je vous quitte parce que là j'ai des messages de mon homme qui me parle de la carte d'identité de mon fils et comme c'est juste la galère parce que pour le moment il devait partir en Grèce mais pour le moment c'est mal barré pour sa carte d'identité donc c'est compliqué, je vais répondre et on se reprend plus tard. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain.
Bon, hello, on est lundi, je sais pas, le 24, quelque chose comme ça. Ce matin, je voulais montrer en vidéo, ouais. J'ai remonté l'encolure, c'est ce que j'ai fait ce matin. J'ai remonté l'encolure de Lucien, parce que sans l'encolure, on peut pas trop estimer si la longueur des manches est ok. Et donc, déjà l'encolure, il est content parce que c'est pas trop serré. Et donc c'est parfait, voilà. De toute façon, je vous referai un point sur la chaîne créative, hein, c'est juste pour montrer avancé, mais j'ai avancé de tout ça. Et là où j'en suis, il me manque 10 cm, je pense. J'aimerais les faire un peu longues, je vais lui réessayer petit à petit. Mais voilà, j'aime bien le fait que l'encolure soit bleue là. C'est cool, j'aime bien. Donc il me reste encore 10 cm, donc c'est pas fini, mais je vais vous montrer ce que j'ai lu. Alors, ah oui, déjà, un abandon. Et oui, normalement c'était bien parti le mois de mars, il n'y en avait pas, et puis il y en a eu un. Et voilà. Mrs. Dalloway de Virginia Woolf au livre de poche. Ça n'a pas marché. Hein. On peut dire que ça n'a pas marché. Ça m'a vite exaspérée même, je dirais. Donc c'est les élucubrations dans la tête de cette Mrs. Dalloway, Clarissa Dalloway. Mais en fait, pas que. Donc il est écrit, au début j'ai lu un petit peu, que c'est ce qu'on appelle une écriture impressionniste. Donc c'est une seule journée et elle sort de chez elle. C'est une femme qui a une 50aine d'années et en fait on est dans sa tête et elle va nous montrer ce qu'elle voit, ce qu'elle en pense et aussi faire des retours en arrière, parler de sa vie, résumer un petit peu sa vie, qu'on comprenne qui elle est, etc. Et en fait, il y a un moment, je me suis perdue, je comprenais pas de quoi elle parlait. Je trouvais que ce dont elle parlait, qu'elle voyait dans la rue, c'était pas intéressant. Elle voyait une voiture diplomatique qui passait et elle se faisait des idées. Mais j'avais l'impression aussi qu'on avait le ressenti des personnes de la rue en fonction de leurs différentes classes sociales. Et en fait, moi, ça m'a pas intéressée de savoir qui était dans la voiture, vous voyez. Et puis ça partait dans tous les sens sur un même paragraphe. On parle de différentes choses. On parle de choses qui définissent la personne, mais aussi de ce qui se passe dehors, nanana. Perdue, j'étais perdue. C'est pas pour moi là, je crois. Alors, Simon m'a dit, faut que tu essaies de lire Une chambre à soi ou Un lieu à soi. Donc je vais réessayer plutôt avec ça. Là, non, c'est pas pour moi. Voilà, c'est tout, hein, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, ça ne remet pas en question la qualité de cette autrice, c'est juste moi, ma qualité de lectrice. J'ai fini la pièce de théâtre Mort d'un commis voyageur d'Arthur Miller au pavillon poche que j'ai emprunté à la bibliothèque. Je lui ai mis 15 sur 20. Je m'attendais tellement à mieux et je me souviens, je sais plus si je l'ai vu en film, en fait je l'avais vu mais j'étais petite quoi. J'ai dû voir ça chez mon grand-père. Je me souviens plus. Je me souviens plus qui l'a joué, si c'était sous forme de film ou non. Je vous mettrai, si je trouve l'affiche du film que j'avais vu, je vous la mettrai ici. C'est l'histoire de Willy, qui est ce commis voyageur, dont le métier s'étiole totalement petit à petit. Ça ne marche quasiment plus. Hein. On est dans les années... on est après-guerre, je pense. Après la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis. Et en fait, la famille a beaucoup de difficultés financières. Il vit avec sa femme Linda et ils ont 2 enfants, Biff et Happy. J'allais dire Harry, mais c'est Happy. Et en fait, on suit les derniers jours de Willy qui est cette personne qui est totalement... qui est triste de sa vie. C'est un texte franchement triste. Il est triste de sa vie et il est aussi triste de la vie d'un de ses enfants, Biff, qui est vraiment l'enfant qu'il adore. Il a l'air vraiment de l'apprécier plus que Happy. Et il comprend pas, pour lui, son fils a raté sa vie. Il aurait dû, comme lui, être un commis voyageur, enfin un représentant. Et en fait, il n'a pas voulu faire ça. Il a erré, en fait, Biff. Mais on sent que c'est pas un gars méchant. Il a une relation vraiment pas cool avec son père. Ils ont du mal à se parler.
Et franchement, le personnage de Willy, je le trouve très très antipathique vis-à-vis de son fils. Il l'écoute pas, il fait que parler, lui, il le laisse pas parler. Sa femme Linda, il est pas gentil avec sa femme. Biff, lui, il le voit et il essaie de protéger, en tout cas de soutenir sa mère. Mais Linda, elle est totalement soumise et elle voit bien que c'est la fin de beaucoup de choses, surtout que ils arrivent à la retraite, entre guillemets, ils arrivent à la fin des paiements de leur maison, et en fait, il va mourir, hein, comme le titre l'indique, juste avant de pouvoir en profiter, quoi. C'est un homme qui s'est défini par son travail, et comme son travail s'est étiolé petit à petit, lui aussi. Et je trouvais ça extrêmement triste. Le sujet n'est pas gai, hein. Franchement, le sujet n'est pas gai. La forme de la pièce est intéressante, le texte est intéressant, mais je me suis pas attachée au personnage. J'ai trouvé assez exécrable ce Willy. Non, mais en fait, 15 c'est bien parce que c'est quand même très bien écrit. On rentre dedans sans problème. C'est une pièce de théâtre. Bon, elle est assez longue, hein. Elle fait 239 pages, mais c'est... Ah, mais il y a écrit « Arthur Miller a été le témoin du drame qu'il décrit. Il s'est en effet inspiré des représentants qui travaillaient dans la fabrique de manteaux de son père. Au-delà de son talent, c'est cet accent de vérité qui donne à la pièce sa dimension universelle. Il a remporté le prix Pulitzer avec cette pièce, et c'est une des pièces les plus jouées dans le monde depuis sa création en 1949. » Voilà, donc c'est quand même intéressant, mais c'est vraiment très triste. C'est le sujet qui m'a pas forcément plu, c'est le sujet que je note et non pas l'écriture. J'ai fini la saga Miss Patouche de Hubert et Kiraskoé avec les tomes 3 et 4. On est chez Dargaud dans la collection Poisson Pilote. Et j'ai été déçue par la fin. Vraiment très déçue parce que j'ai adoré le premier. J'ai moins aimé le second. Le troisième, c'était pas mal. Surtout qu'il y a une petite pointe de potentiellement une histoire d'amour. Et le quatrième tome, la fin, je trouve ça... j'ai pas du coup tout compris. Surtout qu'il y est question d'homosexualité, dont le personnage principal va le dénoncer à une période, on est dans les années 20, et elle va le dénoncer, quelque chose qui va mettre en danger un des personnages annexes. Et j'ai été choquée en fait par ça, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Alors peut-être parce que pour rester proche d'une réalité de l'époque, mais j'ai pas trop compris. Alors c'est l'histoire de cette jeune femme qui est une jeune femme qui est très débrouillarde, qui est pure et vierge. Ça, c'est vraiment le sujet, Miss Patouche. Ça, c'est son surnom quand elle va rentrer dans un bordel. Elle va réussir à rentrer dans un bordel pour faire une enquête qui est annoncée dans le premier tome. Et en fait, elle veut... alors d'ailleurs, en plus, on part complètement loin de cette enquête. Je sais pas. J'ai pas l'impression qu'elle avait été résolue au tome 2, moi. Mais bon, il n'y est plus question. Tout ce qu'elle veut ensuite dans les tomes 3 et 4, c'est essayer de se sauver de ce bordel, mais elle a beaucoup de difficultés. Et en fait, dans ce bordel, sa situation, on pourrait croire qu'elle vend son corps, mais en fait, non. Elle a juste un rôle à part que vous pouvez découvrir vous-même, parce que c'est quand même sympa. C'est quand même une BD qui est chouette, hein. Les dessins sont beaux et tout. Et moi, j'ai été déçue par la suite de l'histoire et la fin. Et j'ai pas compris le parti pris final. Voilà. Mais c'était quand même pas mal. Je vais le mettre de côté parce que c'est le livre de la bibliothèque. Encore un livre de la bibliothèque que j'ai lu, Saint et œuf de Mieko Kawakami chez Actes Sud. Alors ça, c'est un livre qui est sorti en 2 fois. Là, j'ai la première version qui a été traduite, qui est sortie début 2000. Attendez, je vérifie. Il est sorti en 2008 au Japon. Et il a été traduit en 2012 par Actes Sud, mais cette autrice a sorti une nouvelle version, je crois, en 2017, qui est enrichie. En fait, ça, c'est le premier tiers de l'histoire. Je l'ai appris en écoutant un live YouTube de Margorito qu'on m'avait conseillé dans la barre d'infos, donc merci à vous. Je suis allée le voir, alors j'ai pas regardé la totalité du live parce que les lives, c'est il y avait des problèmes techniques et tout, c'était un peu saoulant, j'ai trouvé. Mais j'ai écouté ce qui a été dit. Donc en fait, pourquoi j'ai lu cette partie-là ? Parce que déjà, c'est celui qui était disponible à ma bibliothèque. Et l'intégralité n'est pas traduite. Pourtant, elle est sortie en 2017. Elle est en version anglaise.
et en version originale bien entendu. Mais du coup il fait 400 pages. Et je ne sais pas, je pense pas que je le lirai. Voilà. Pourtant, j'ai bien aimé. Hein. Franchement, c'était un bon texte. Je crois que je lui ai mis 16 sur 20. Mais c'est vrai que c'est dommage, c'est assez court. On suit 3 personnages féminins, 2 sœurs qui ont la quarantaine passée. Enfin, une, l'aînée, qui a une fille. Comment est-ce qu'elle s'appelle elles sont toutes que des prénoms comme ça. C'est pas Michiko, c'est. Hop, attendez, je vais vous retrouver. Midoriko. Sa fille s'appelle Midoriko et sa mère s'appelle Makiko. Donc elles viennent rendre visite à Natsu. Je vais fermer le luxe parce qu'il y a du bruit. Elles viennent rendre visite à Natsu qui habite à Tokyo. Ouais. Et en fait, pourquoi est-ce qu'elles viennent ? Parce que Makiko souhaite faire de la chirurgie plastique pour se faire grossir la poitrine. Elle a la quarantaine passée, voire plus, et elle n'aime pas du tout son corps, et surtout, elle n'aime pas du tout son corps d'après grossesse. Sa fille ne parle plus, elle a à peu près 13 ans, quelque chose comme ça. Elle ne parle plus, elle peut parler, mais elle a décidé d'être mutique, de ne pas parler. Et on va avoir des extraits de son journal intime écrit et on sent sa douleur, ses cris intérieurs. En fait, elle déteste devenir femme. Donc elle est en train, donc elle a ses premières règles, son corps se transforme et elle déteste ça, notamment parce que certainement sa mère déteste aussi son corps après sa grossesse. Et donc elle reporte tout ça. On a vraiment des introspections de femmes sur leur féminité, sur la maternité, sur la transformation du corps, le fait d'être femme, de perdre du sang, etc. C'est assez violent, notamment pour Midoriko. Le personnage de la mère est assez insupportable et égoïste. Le personnage de la sœur est celui de la narratrice qui nous raconte l'histoire. Donc en fait, on a la narratrice Natsu qui nous raconte l'histoire, qui essaie de comprendre pourquoi sa sœur est comme ça et pourquoi la fille de sa sœur est mutique. Voilà. Et en plus, on a le regard des unes sur les autres, c'est-à-dire que Natsu regarde sa sœur, elle essaie de comprendre pourquoi elle ne s'aime pas. Du coup, parallèlement, comme c'est sa sœur, elle se regarde elle-même. Et puis, elle regarde sa nièce avec beaucoup d'admiration. Elle la trouve très belle. Là où Midoriko, elle, se déteste physiquement parce qu'elle est en train de se transformer en femme. Donc, on a des regards croisés comme ça, excepté celui de Makiko, qui, elle, est vraiment... elle est focus sur son opération. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas pourquoi. Parce que ce n'est pas forcément le plus... catastrophique dans son physique, sa poitrine, entre guillemets. Et voilà, donc c'était intéressant. Le fait que ça s'appelle sein et œuf, sein, c'est en référence, vous avez compris, et œuf, par rapport à la maternité, mais pas que, il y a une scène aussi assez impressionnante avec des œufs, que je vous laisserai découvrir. Je vous invite à le lire. J'ai beaucoup aimé, franchement j'ai beaucoup aimé. Ce n'est pas un coup de cœur parce que j'ai trouvé ça trop court, mais forcément, puisque franchement j'aimerais beaucoup que la version enrichie soit traduite, ou alors si je progresse un peu plus en anglais, j'irai lire, mais là ça me fait peur, j'avoue. Mais pourquoi pas, hein. Je pense que je serais capable, mais voilà. Mais je pense que j'ai pas aimé à ce point pour avoir envie d'aller le lire, vous voyez. J'ai trouvé ça quand même intéressant, mais ça n'a pas été un énorme coup de cœur. Sinon, j'aurais envie de lire la suite. Et puis, par contre, j'ai envie de lire d'autres choses d'elle, parce qu'elle a écrit beaucoup de textes, et je me souviens plus, j'ai mis dans ma wishlist celui-ci qui me tente beaucoup. Voilà, bon bref, voilà, elles en parlaient dans le live, en début de live. J'ai dû regarder un tiers du live parce que ça dure super longtemps. Voilà, donc j'avais envie de lire. En plus, elle disait au Margarito ainsi que l'ami qu'elle avait invité disait vraiment que c'était leur livre préféré. Bon, voilà, en tout cas c'était chouette. J'ai fini. Ouais. Vous n'avez rien vu. J'ai fini Spirale de Junji Ito chez Delcourt Tonkam. Trop bien, je me suis éclatée à lire Spirale. Comment vous dire ça ?
On est dans un village, petite ville, Kurudzu. Voilà. C'est une banale petite ville de campagne, de prime abord. Mais en fait, il va se passer des choses bizarres avec le thème de la spirale qui va nous amener des petites histoires horrifiques qui vont aller en dégénérant petit à petit vers des choses mais vraiment atroces. Tout au long de petites histoires, on va voir en fait la ville se transformer et les hommes en fait se faire engloutir, hypnotiser, avaler par des éléments en forme de spirale. C'était très intéressant de voir comment est-ce qu'il a pu exploiter ce thème. Alors forcément, spirale, ce qui est intéressant, c'est d'un point de vue visuel. Je vous ai mis quelques images, j'ai trouvé ça très chouette. On a 2 personnages principaux. C'est ces 2 personnages. Donc on a une jeune fille, bon je vous dis pas les prénoms, c'est pas forcément utile. Une jeune fille qui est très belle. Et un garçon, en fait l'histoire commence avec lui parce que son père est la première victime. Et lui il se rend compte très vite qu'il y a un truc qui est chelou avec les spirales. Et il va tenter de sauver son ami. Shuichi c'est le garçon. Et elle, comment s'appelle-t-elle ? Kirie. Kirie c'est la jeune fille et Shuichi c'est le garçon. Et ils ont une relation proche, ils sont même, je pense, amoureux. Et lui, en fait, est déscolarisé. Elle va tenter de l'aider, tenter de le comprendre, de l'accompagner dans l'horreur. Son père, à elle, est sculpteur et lui aussi, il va être... un moment, on va avoir peur pour lui parce que il a tendance à créer des choses où la spirale revient. Et puis, il y a beaucoup de morts avec cette spirale. Et en fait, quand les corps sont incinérés, dans le ciel, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas normales. Ce qui est intéressant, c'est tous les sujets qui sont un peu connexes. Par exemple, à un moment, on est dans l'établissement scolaire et on voit qu'il y a, sont dénoncés les rapports un peu toxiques entre les jeunes sur le paraître, sur des choses assez terribles, sur du harcèlement, des choses comme ça. Et puis il étudie souvent, comme toujours, les rapports entre les personnes, nos peurs primaires. Et c'est plutôt chouette. J'aime beaucoup la partie avec les cheveux. Les cheveux des jeunes filles se transforment en spirale et en fait ça devient des armes. Voilà, donc c'était vraiment passionnant. Il y a aussi tout un truc avec des escargots. Forcément, il utilise pas mal de choses qui peuvent représenter ces spirales. J'ai trouvé ça très chouette. Oui, les femmes qui mettent au monde aussi des enfants, mais il y a un côté vampire aussi, c'était super chouette. Franchement, c'est vraiment un des meilleurs recueils de nouvelles horrifiques que j'ai lu. En plus, il y a vraiment une continuité dans le texte, donc c'est vraiment, vous pouvez piocher, mais vous pouvez aussi le lire les unes après les autres dans une histoire complète, parce que la dernière va conclure sur quelque chose, mais comme c'est une spirale... Voilà, bref, je vous en dis pas plus. J'ai vraiment trouvé ça chouette. Et puis j'ai fini de lire Les hommes aussi s'en souviennent, qui reprend en 2 parties. Déjà, le discours que Simone Veil a fait à l'Assemblée nationale le 26 novembre 1974, ainsi qu'une interview. Et en fait, ce discours est le discours qui a été fait avant la promulgation de la loi Veil, qui va suspendre partiellement l'article 317 du Code pénal pour 5 ans, autorisant ainsi l'avortement sous certaines conditions. Donc c'est un texte historique. La rencontre, ce qui était super intéressant, alors le texte en soi était intéressant, mais ce qui était intéressant, c'était l'interview qui a été faite par Annick Cogent. Alors l'interview, elle a été faite beaucoup plus tard, je dirais peut-être début des années 2000. Quand est-ce qu'il est sorti ce livre ? En fait, il a été fait, je pense, juste avant. 2004, ouais.
Et en fait, elle revient sur son expérience par rapport à la création de cette loi, pourquoi est-ce qu'elle l'a faite, qu'est-ce que ça représentait pour elle, pour l'époque, pour tout ça. Est-ce qu'elle a regretté certaines choses, est-ce que ça a été bien accepté? Vous savez que si vous avez dû voir les réactions de certaines personnes qui ont été assez catastrophiques à l'Assemblée nationale, parce que voilà, elle parle notamment de Jacques Chirac qui, lui, l'a aidé, mais n'était pas d'accord avec cette loi qu'elle voulait faire passer. Et donc, Annick Cogent, c'est une journaliste au Monde, qui mène cet entretien qui est vraiment très intéressant. Et vraiment, l'entretien est très intéressant parce que derrière la femme politique, on a vraiment aussi la femme. Et c'était ça que j'ai trouvé passionnant. Voilà. Et puis ce discours qu'elle a fait quand même... En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu les nuances, nous qu'on ne garde pas en tête, mais les nuances qui étaient dans ce texte, dans ce plaidoyer qu'elle a fait. C'est les éditions Stock qui ont fait ça. Et franchement, c'était passionnant. Et c'est toujours intéressant à lire. Et puis pendant le mois de la femme, tout à fait approprié. Voilà, donc pour le moment, écoutez, je vais finir mes 10 cm. Alors je sais pas, je pense dans les 2 prochains jours, ça devrait être bon. Et du coup, je viendrai vous montrer si j'ai lu d'autres choses, si j'ai fini d'autres choses ou non. Et on verra. Voilà, allez, je vous dis à plus tard. Bon, on va terminer cette petite vidéo ici. On va terminer la vidéo ici avec mon chat. Oh, mon pitchoun, tu es trop mignon. Avec une lecture terminée encore, terminée ce matin très tôt. Avant de me lever en fait. C'est la Kindle, c'est vraiment c'est quand j'ai des réveils nocturnes ou le matin très tôt. Là, j'ai terminé de lire King Kong Theory de Virginie Despentes. Et écoutez, là c'est édité chez Grasset, donc c'est la version e-book, qui est un court texte, un essai féministe qu'elle a écrit après son livre Baise-moi et d'autres livres. Moi, c'est la première fois que je lis du Virginie Despentes et c'est pas la dernière. C'est un C'est un essai féministe virulent avec une langue crue, ce que parfois j'ai pu lui reprocher. Je lui ai mis 16/20, mais sa colère, sa hargne m'a parfois un peu gênée parce que ça me gêne parfois de devoir crier pour pouvoir émettre des idées, et je trouve que parfois dans le texte, elle crie. Mais à part ça, je trouve le fond, la plupart du temps, très intéressant. Surtout quand elle parle des dictates de la féminité, de la beauté, et puis de son statut, elle, de femme qui n'est pas particulièrement belle, et qui presque est bien contente de ne pas l'être pour pouvoir être indépendante et faire son propre chemin, et puis pouvoir se mettre au même niveau que les hommes, on va dire. Elle dit, quand on n'a pas ce qu'il faut pour se la péter, on n'est plus créatif. Je pense que c'est assez vrai, et je trouve ça pas mal de sa part. Elle critique l'idéal de la femme blanche, le diktat de la maternité. Elle va parler du viol, puisqu'elle a subi un viol quand elle était jeune. Elle va parler du viol et critiquer le fait que quand il s'agit de viol, on ne peut pas en parler, on ne peut pas crier, alors que elle, sa façon d'extérioriser et de se soigner, c'est plutôt de le crier, d'en parler, ce qui est très mal vu dans notre société. Et elle dit d'ailleurs, une entreprise politique ancestrale, implacable, apprend aux femmes à ne pas se défendre, et elle veut que les femmes se défendent. Pardon pour la lumière, je suis désolée. Et j'ai trouvé que c'était pas bête, j'ai bien aimé cette idée-là. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment pertinent de sa part. Elle va parler ensuite de la prostitution, qu'elle a aussi expérimentée. Alors, la prostitution, pardon, comment on dit, c'est-à-dire pas fréquente,
sporadique, c'est-à-dire sans avoir de Mac, on va dire. Elle va parler aussi du fait de devenir Virginie Despentes, que son parcours de femme a aussi eu un changement au moment où elle est devenue écrivaine. Et pour elle, elle explique que elle l'aborde très rapidement que être femme et écrivaine est quelque chose qui est très difficile pour elle et qui se rapproche, notamment dans les phases de communication sur ses textes, se rapproche pas mal de son expérience de la prostitution. Je trouvais ça assez intéressant. Et ensuite, là où j'ai trouvé ça moins pertinent, en même temps je ne connais pas forcément bien le sujet, c'est quand elle parle de la pornographie et du fait que la pornographie ait été retirée des grandes ondes sur la télévision et été mis de côté pour le privé et du coup stigmatisée et que ça rende la chose malpropre ou trop privée, finalement n'aide pas les hommes à se calmer par rapport à leurs pulsions. Et c'était intéressant, mais pour moi pas assez précis. Je voudrais pouvoir lire d'autres choses là-dessus parce que je n'étais pas forcément d'accord. J'avais pas de preuves. Et en fait, cette idée-là, j'étais pas forcément sûre que ce soit justifié. Voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Elle a des phrases chocs que j'ai notées. Je peux vous en citer quelques-unes. Ça, c'est super intéressant. Elle parle de l'idéal de la femme blanche. Séduisante, mais pas pute. Bien mariée, mais pas effacée. Travaillant, mais sans trop réussir, pour ne pas écraser son homme. Mince, mais pas névrosée par la nourriture. Restant indéfiniment jeune, sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique. Maman épanouie, mais pas accaparée par les couches et les devoirs d'école. Bonne maîtresse de maison, mais pas boniche traditionnelle. Cultivée, mais moins qu'un homme. Cette femme blanche heureuse qu'on nous brandit tout le temps sous le nez, celle à laquelle on devrait faire l'effort de ressembler, à part qu'elle a l'air de beaucoup s'emmerder pour pas grand-chose. De toute façon, je ne l'ai jamais croisée nulle part. Je crois qu'elle n'existe pas. Voilà. Et merci. Ouais. C'est tellement juste. Franchement, oui, c'est assez quelque chose. Elle parle de notre soumission en tant que femme au diktat esthétique, des modifications corporelles que l'on fait pour féminiser un corps, par exemple. La maternité. Et à la fin, elle a une formule assez choc. Vouloir être un homme, non, je suis mieux que ça. Je m'en fous du pénis, je m'en fous de la barbe et de la testostérone. J'ai tout ce qu'il me faut en agressivité et en courage. Mais bien sûr que je veux tout comme un homme. Dans un monde d'hommes, je veux défier la loi, frontalement. Pas de biais, pas en m'excusant. Je veux obtenir plus que ce qui m'était promis au départ. Je ne veux pas qu'on me fasse taire. Je ne veux pas qu'on m'explique ce que je peux faire. Je ne veux pas qu'on m'ouvre les chairs pour me faire gonfler la poitrine. Je ne veux pas avoir un corps de fillette longiligne alors que j'approche de la quarantaine. Je ne veux pas fuir le conflit pour ne pas dévoiler ma force et risquer de perdre ma féminité. Ça fait écho au livre dont je vous ai parlé dans cette vidéo, Seins et œufs, voilà, voilà. C'est quand même un essai vraiment super intéressant. Sa plume extrêmement fougueuse m'a plu. Elle a fait écho en moi, pas sur tous les sujets, mais globalement, je dirais à 90%. J'ai trouvé ça très intéressant. Je vais lire d'autres choses d'elle. Je ne sais pas quoi, mais je ne sais pas si je m'attaque à Vernon Subutex ou si je lis son premier livre, Baise-moi, qui a suscité pas mal de critiques. Si vous avez lu des choses de Virginie Despentes, n'hésitez pas à m'en conseiller en commentaire. Sinon, hier, j'ai ouvert le recueil de nouvelles de Robert Musil, je ne l'ai pas avec moi là, 3 femmes suivies de noces, dans le cadre de Ça passe ou ça casse. Et je peux vous dire tout de suite que ça casse. Je l'ai refermé. Non, j'ai pas du tout réussi à rentrer dans la première nouvelle, je l'ai laissé de côté, je suis allée voir les autres et je me suis dit que c'était pas le moment pour moi de lire ça. C'est une écriture qui est exigeante et là en ce moment c'est pas du tout ce que je souhaite lire. Alors j'ai tout à fait conscience que c'est très intéressant l'écriture de Robert Musil, mais faut être dans une certaine ouverture d'esprit, voilà. Faut être prêt et là j'avais pas envie, voilà, donc non. Ça casse, et ça casse, je pense que je vais pas le relire tout de suite, vous voyez, mais sait-on jamais, un jour ça me reprendra. Et faut quand même que je vous montre,
puisque la vidéo se termine, puisque j'ai terminé ce matin, là, avant de commencer mon boulot, j'ai fait le rabat, très beau, de la première manche du pull de Lucien. Voilà. Elle a l'air courte, comme ça, mais en fait, c'est parce que les épaules sont tombantes. Hein. Donc la manche, elle fait ça, en fait. Hein. Voilà, donc je suis contente, vraiment je suis contente. J'ai déjà remonté les mailles de la seconde, et ce qui veut dire qu'on va très vite se retrouver pour une seconde vidéo. une seconde manche vidéo. Voilà, donc je vais faire le montage de celle-ci, j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez, ce que vous êtes en train de lire, comme d'habitude, ce que vous avez pensé des lectures que j'ai pu faire, ça vous a donné envie, voilà. Non, Pim, non. Pim, il mord les câbles, parce que j'ai une partie là, avec des câbles, non, ici, là, voilà. Et donc il vient les choper pour les mordre, et parfois il en emmène, parce qu'en fait il veut m'énerver pour que je lui donne à manger. Mais au moment où je vous parle, il est 14h. Ouais, donc je vais reprendre le boulot. Donc c'est pas l'heure du tout de manger pour les chats. Donc ça va pas être possible. Ben non, ça va pas être possible, mon petit chat. Le pauvre. Et oui, mais non, mais vous inquiétez pas. Enfin, je pense qu'en le voyant, vous vous rendez compte qu'il faut pas s'inquiéter. Tout va bien, il mange à sa faim. Voire plus. Voilà. Allez, je vais vous laisser là. Et puis on se retrouve prochainement pour un nouveau vlog lecture. Bye bye.